Bonjour les amis, par une belle journée. Et il fait trop beau. Après quelques jours de pluie, et forcément les températures vont remonter. Qu'est-ce qui se passe quand il fait chaud, qu'il a plu? Eh bien, toutes les maladies cryptogamiques, et notamment le mildiou, font la fête. Voilà. Donc, action au potager ce matin. Quand on parle de mildiou, en fait, c'est les mildious. Il y en a plus de 65 différents types de mildiou. Alors, voilà. Le mildiou, c'est une maladie cryptogamique. Plus précisément, c'est un micro-organisme oomycète. Voilà, ça c'est pour les scientifiques. C'est un mélange entre une algue et un champignon filamenteux. Alors, tout ça, ça avait été attaqué par justement le mildiou et j'ai réussi à le traiter grâce à ce mélange que je vous présenterai tout à l'heure. Vous observerez que ma citrouille est tombée par terre. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle était en hauteur à ce niveau-là à peu près du noisetier. Puis bon, elle est beaucoup plus grosse maintenant. Attendez, je vais vous la montrer d'ici quelques secondes. Ça y est, j'ai bien aspergé cette zone-là. Alors, je vais vous montrer la citrouille qui était sur le noisetier. Regardez, elle est tombée. Voilà, un beau bébé. Je la trouve très jolie avec ces couleurs-là. Elle est très jolie. Bon, je vous montre la différence. Oh, j'ai une petite... trouvé une loge dans mes cheveux. Je voulais vous montrer l'état des plantes sur ce massif. Alors, notamment les tomates. Habituellement, je laisse pousser mes tomates en hauteur sur des piquets. Et cette année, j'avais pas assez de piquets. J'ai décidé de les laisser ramper sur le sol. Et je trouve qu'elles ne s'en portent pas si mal. Regardez. Alors, au niveau de la fructification, eh bien, c'est moins top. Mais j'ai quand même de très très beaux fruits. Et je trouve que dans l'ensemble, mes pieds sont sains. Alors, oui, le mildiou est quand même là. Je vais vous montrer un pied notamment qui est par ici. Voilà. Et donc, on repère bien les feuilles qui sont endommagées par le mildiou avec ces taches noires auréolées de jaune. Alors là, la maladie est particulièrement avancée sur cette feuille-là. Mais regardez la suite là. Tout va bien ici pour l'instant. Donc c'est vrai que ça commence toujours par la base. L'idéal, dès que vos plants ont fini de fructifier, il faut enlever les pieds et mettre la partie infectée sur une zone où vous n'allez pas utiliser le compost. Vous n'allez pas replanter par derrière. Parce que vous allez voir, cette maladie, elle est quand même très très contagieuse. Regardez, vous voyez, ça se porte bien. Et puis même mes courges, franchement, tout va bien là. Alors voilà, ça c'est des anciennes feuilles qui ont été affectées et on voit donc les taches. Là aujourd'hui, eh bien, il y a de l'oïdium, mais je vous assure qu'il y a quelques semaines, c'était bien pire que ça. Donc je trouve que ce traitement fonctionne plutôt très très bien. Mais oui, je vous dirai tout plus tard. Je vous dirai quel traitement j'ai utilisé. Il y en a plusieurs, mais voilà, qui sont plutôt efficaces. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît le mildiou? Eh bien, je vais vous montrer sur un autre plan. C'est très simple. Vous allez voir une tache noire, plutôt comme une tache d'huile, en fait, sur le dessus. Et dessous, eh bien, il y a un petit peu de blanc. Alors, on va aller vers mes courges, parce que j'en ai repéré par ici. Alors, attention, il y a de faux amis. Alors, il y a de nombreuses maladies cryptogamiques dans mon potager, avec l'humidité latente et puis les températures qu'on a eues, parce qu'il a fait quand même très très chaud. Ouais, oui, on a eu des hausses, des baisses, de la pluie, puis de pluie. Voilà, et donc je crois que j'ai un joli panel de toutes les maladies cryptogamiques que vous pouvez trouver dans vos potagers. Voilà, ils sont tous chez moi. Donc on va les regarder tous. Comme ça, vous aurez une petite idée pour les repérer. Et côté traitement, c'est à peu près le même traitement. Parce que maladie cryptogamique pour maladie cryptogamique, on les traite tous de la même manière. Pas de différence. Donc, on va regarder notre mildiou. Eh bien, là, sur cette feuille, on dirait pas comme ça. Mais il y en a. Je vous montre, elle est en train d'apparaître
gentiment ici. Et c'est à ça qu'on va reconnaître notre jeune mildiou. Est-ce que vous voyez ces petites taches blanches? Et oui, ça c'est un signe du mildiou. Et après, eh ben, il va y avoir les taches jaunes qui vont apparaître sur le dessus. Voilà, et toi, tu m'as même pas fait de fruits. Hein? Bon. Et après, eh ben, il y a d'autres choses qui se passent. Comme ici, il y a des taches noires, là, vous les voyez? Eh bien, ça, ce n'est pas le mildiou, parce que derrière... Alors, si, c'est ici, c'est là, c'est le mildiou. Ah! Quand il y a du blanc derrière, c'est le mildiou. Mais quand il n'y a pas le blanc derrière, c'en est une autre, donc. Bon, là, il y a une petite tache, mais là, je pense que c'est une autre maladie. Peut-être qu'il y en a qui sont encore plus spécialistes que moi qui pourront me contredire. Alors pour moi, c'est l'anthracnose, mais il existe bien d'autres maladies cryptogamiques. Voilà, je les mets toutes dans le même sac. Éliminé. Le sac ennemi. Ou ennemi aussi, ennemi. Enfin, vous l'appelez comme vous voulez votre sac, hein, mais tous dans le même sac. À dézinguer. Mais attendez, j'ai une autre maladie cryptogamique très décorative sur mes haricots. Voilà! Regardez ces jolis petits points-points. Ça, c'est la rouille du haricot. Voilà! C'est vrai qu'il fait un petit peu rouillé. Hein? Voilà, la rouille du haricot. Le traitement que je vous présenterai tout à l'heure, ça sera pour lui aussi. Voilà, donc déjà, sur les plants les plus anciens où j'avais heureusement fini la récolte, eh bien, tout est terminé, hein, il n'y a plus rien. Voilà. Je vais bientôt récolter les graines. Donc, voilà, je ne sais même pas si je devrais récolter les graines. Dites-moi, est-ce que je dois récolter les graines, pas les graines? C'est parce que, regardez. Regardez. Je récolte ou je récolte pas? Peut-être pas, hein. J'avais l'intention plutôt de récolter des choses comme ça. Là, il y en a d'autres derrière. C'est pour ça que je laisse mes plants, hein. C'est pour récolter la semence. En tous les cas, il y a des plantes qui résistent super bien au mildiou. Et on en parlera bientôt. Alors, c'est bien connecté. Si vous n'êtes pas abonné, ben, faites-le, hein. Puis avec la petite notification pour être averti des vidéos. Eh bien, regardez, c'est mes poires de terre. Alors là, on peut regarder dessus, dessous. Ah, regardez comme c'est beau. Mon pied de pomme de terre. Mon pied de poire. Mon pied de poire de terre. Hein? Voilà. Dépassé les 2 mètres là, celui-là. Dépassé de large. Mais on en parlera d'ici quelques semaines parce que bon, je ferai la récolte et je vous montrerai tout ça. Alors revenons à notre mildiou. Là, je vais en profiter pour vérifier mes cucurbitacées. Bon, là, j'ai repéré, hein, il y a de l'olydium. Il y a aussi une autre maladie fongique, on le voit très bien en retournant la feuille. Regardez tous ces petits points. Bon, là, pas de mildiou des cucurbitacées, mais son petit nom, c'est le Pseudoperonospora cubensis. Voilà, c'est le petit nom du mildiou des Oula des cucurbitacées. Les cucus. Alors, je vais vous montrer le mildiou de la vigne. Le petit nom du mildiou de la vigne, c'est le Plasmopara viticola. Le voilà. Voilà, voilà. Donc, encore une fois, on tourne la feuille. On peut observer le blanc qui fait ensuite des taches noires comme ça et qui atteint les grains de raisin. Voilà. Alors, j'ai traité en préventif. On a traité en préventif, en curatif. Voilà. Je vous montre. Voilà, c'est pas l'automne, hein. C'est le mildiou qui est bien réparti sur l'ensemble de la trait. Voilà. Regardez-moi mes jolies grappes. Hein? Je crois pas que je vais en manger beaucoup cette année, encore une fois. On n'a pas eu de problème pendant des années. Et puis, à un moment, on a loupé le coche. On n'a pas vu parce que on a des vies professionnelles qui sont quand même bien remplies.
Et voilà. Voilà, on a loupé le coche, quoi. Donc on est dégoûté parce que c'est un très très bon raisin. No comment, no comment. Bon, revenons à notre mildiou. Mildiou. Si je le fais avec l'accent anglais, mildiou. Hein? Bon, la rosée de miel. Voilà. Ça vous va? C'est plus joli. Ça fait passer plus la pilule, c'est une rosée de miel. C'est ce que ça veut dire en anglais, hein, mildiou. Voilà. Moi, ça fait pas plus passer. Moi, ça fait pas passer la pilule. Non, non. Ça a beau avoir un joli nom. Rosée de miel. Oui, rosée de miel. Oh, la rosée de miel. Non, mais pour la petite histoire, c'est quand même une saloperie, cette maladie. Hein. Ça a quand même failli causer... Enfin, ça n'a pas failli. Ça a causé une famine au 19e siècle. Les Irlandais, ils vous le diraient, hein, il y en a quand même plus d'1 million qui sont barrés en Amérique et puis en Angleterre. D'ailleurs, les Anglais, ils n'en voulaient plus. Hein. Non. Mais oui, entre 1845 et 1848, 9, il y en a qui disent même 1851, il y a eu énormément de morts en Irlande. Et oui, parce que le mildiou s'est attaqué aux pommes de terre. Et comme la pomme de terre, eh ben, merci monsieur Parmentier, était devenue populaire dans les plats, dans la cuisine, hein, comme ça l'est même chez nous, eh bien, ils n'avaient plus de quoi manger. Et oui. Et comme il n'y avait pas de traitement à l'époque et qu'on ne savait pas comment traiter cette maladie, qu'on découvrait, hein, voilà, on n'a pas découvert longtemps avant qu'elle vraiment cause de gros problèmes, parce que quand même il y a des scientifiques qui se sont mis, notamment une femme. Je vais vous en parler d'ici quelques secondes. C'est Marie-Anne Libert. Elle est belge. Alors je lui fais des gros bisous à toute l'équipe belge. Là, je sais que vous êtes un sacré paquet à me suivre de Belgique, donc je vous envoie des bisous. Donc ouais, c'est une de vos compatriotes qui a trouvé, vraiment au début de l'épidémie, donc voilà, elle comprenait en fait la maladie, mais après ils n'avaient pas le traitement. Donc c'était vers les 1845, donc au début de la famine, qu'elle a identifié la maladie. Et commencer à comprendre son fonctionnement. Alors elle avait un petit peu tard, elle n'avait pas tout à fait compris, il a fallu un autre chercheur qui d'ailleurs changera le nom, hein, il comprendra mieux comment cette maladie se développe, et donc il changera le nom que Marianne avait déjà donné. Voilà, quand les scientifiques comprennent mieux les plantes, parfois ils changent les noms. Voilà, ça arrive, ça arrive. Et je ne vous ai pas donné le nom du mildiou de la pomme de terre, c'est Phytophthora infestans. Alors... quand même, 3 H sur Phytophthora, hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, chez les tomates aussi, c'est Phytophthora infestans. C'est le même nom. Ouais, c'est une solanacée aussi, donc même famille. Après, si je me souviens bien, le mildiou de l'aubergine, c'est un autre nom scientifique. Le mildiou, il apparaît quand il y a beaucoup d'humidité dans l'air, jusqu'à 90% d'humidité. Vous voyez, c'est presque saturé. Et aussi quand les températures vont être favorables. Si vous avez des températures très basses, eh bien, il n'y a rien qui se développe, mais c'est comme tout champignon. Ils aiment bien un petit peu de chaleur. Donc là, quand ça monte entre 10 degrés et 23 jusqu'à 25 degrés, eh bien, je dis, ouais, super, je vais pouvoir me développer. Après, au-delà d'une certaine température, c'est-à-dire qu'au-dessus de 26, 27, 28 degrés, la 30, eh bien, c'est bien sec. Généralement, l'humidité atmosphérique est moins élevée aussi dans nos régions. Et voilà, ça s'arrête. Mais bon, une fois que c'est infesté, c'est infesté. Hein. Au passage, je vous montre mon magnifique pied de shiso et on s'est régalé déjà plusieurs fois. Je l'utilise exactement comme mes feuilles de capucine, vous savez, celles où je mets du fromage dedans. Je vous mets le lien là, voilà, comme ça si vous voulez faire ce petit apéro, c'est hyper sympa que les enfants adorent, n'hésitez pas. Mais là, ouais, quelle récolte! Et j'ai un seul pied et j'ai récolté énormément. Et depuis qu'il s'est remis à pleuvoir, eh bien, il a explosé, il est trop beau. Regardez. Alors que l'autre à côté, regardez celui-là, là,
Voilà, il est en train de grainer. Pourtant, j'ai récolté très souvent aussi. Mais bon, mais très bien, je vais pouvoir récolter les graines bientôt. C'est pas encore prêt, mais bientôt, bientôt. Bon, ça y est, j'ai fini de pulvériser mon mélange. Je vous propose d'aller à la serre parce que là-bas, j'ai les pieds de tomates qui ne sont pas malades. Hein, et on va voir comment on fait en sorte que les pieds de tomates ne soient pas malades. Allez, on fait un dernier petit tour visuel du potager. Regardez. Oh, regardez-moi ce dahlia. Il est pas magnifique. Et les ignas, les sédums. Enfin voilà, il y a encore beaucoup de choses. Les fleurs, forcément, c'est ce qui se voit le plus. Hein, regardez-moi ce petit dahlia rouge là. Et il y a plein de choses. Ça y est, c'est fini la récolte des mûres. On en a laissé perdre, mais tellement. Mais on en a récolté tellement aussi. Rapidement, je vous montre mes chayotes. Mais alors, les chayotes, elles sont en fleurs. Elles sont en fleurs. Mais pas de fruits. Les petites fleurs des chayotes, vous les voyez? Elles sont là. Chayotes aussi appelées Christophine. Maintenant, elles ont bien recouvert la structure. Voilà, et j'ai laissé mes pois de senteur grainer. Donc, je vais avoir plein de graines pour le printemps prochain, sans avoir besoin normalement d'en acheter. Je vais laisser sécher sur pied. Il y a des pieds qui sont peut-être même encore plus secs que celui-ci. Voilà, j'ai encore des volubilis qui sont en fleurs sur les structures. Et déjà des pieds qui sont un peu plus anciens, qui ont grainé. Donc je vais pouvoir aussi récolter toutes les petites graines là. Voilà. Parfait. Il y a encore tellement à faire. Et là en ce moment, j'ai plus de temps quoi. Plus le temps. Allez, on va à la serre. Alors j'ai des pieds de tomates dans la serre. Et l'intérêt d'une serre, ici, j'ai des pieds qui sont sains. Voilà. Pas de problème. Alors regardez-moi mon œillet passion, mais il prend trop de place. Là, il s'est encore avachi. Je crois que je vais le couper très dur. Ça c'est fait, voilà. Hein? Parce que les œillets passion, c'est très volumineux. Alors après, cet automne, ça sera super. Et pendant l'hiver, ça fleurit, c'est génial. Donc, je suis contente d'avoir un pied. Mais là, non, ça prenait trop de place. Ça monte à 2 mètres de haut, ce machin. Donc, dans ma petite serre, c'est pas possible. Mais si vous avez une grande serre, je vous recommande d'avoir un œillet passion. Parce que c'est une super plante. Alors, on retourne à notre question de mildiou. Et oui, si je vous disais que mes pieds sont très sains. Alors, bon, c'est quand même la fin de la saison. Il y a des feuilles qui sèchent, mais vous pouvez observer qu'il n'y a vraiment pas de taches, comme on a pu le voir au potager. Vous avez vu, les plants que j'ai laissés ramper sur le sol sont quand même en meilleure santé que les pieds qui sont tutorés. Et pourtant, j'ai eu le mildiou sur cette zone-là, parce que je pratique mal la rotation de culture, parce que j'ai peu de place finalement. Et peu de temps aussi, donc pour bien organiser mon jardin, bien le nettoyer. Donc je fais un peu comme je peux. J'ai replanté des petites tomates là où il y a eu des infestations. Et j'ai trouvé que les pieds cette année étaient quand même plutôt beaux. Même plus beaux que l'année dernière. Malgré être plantés sur une zone qui avait été infestée. Mes pieds sont beaux. Alors là, ils le sont un peu moins. Là, ils sont en train de sécher. Mais je pense que ce qui se passe aux pieds a un grand impact. Je ne sais pas si vous voyez. Mais il y a un nid de poules. Les poules sont venues dans la serre. Il suffit qu'on oublie de fermer la porte parce que de toute manière il fait chaud. Et elles viennent s'installer douillettement ici. Et donc vous voyez, mettre à nu tout le système racinaire de mes petits pieds de tomates. Voilà, qui souffrent. Comme je vous le disais, il y a 2 facteurs qui favorisent l'arrivée du mildiou. C'est l'humidité et la chaleur. Un excès de chaleur suite à l'humidité. Donc la base, c'est protéger vos plantes de cet excès d'humidité. Alors là, il y a plusieurs solutions, plus ou moins onéreuses. La serre, le tunnel. Vous voyez, moi j'ai optimisé mes plants de tomates à l'abri de la pluie. Alors je contrôle les arrosages. Ça fait plus de travail, plus de suivi.
mais j'ai quand même plus de chances d'avoir des fruits et de beaux fruits parce qu'ils profitent aussi de la chaleur, du soleil très très bien dans cet espace-là. Si vous ne pouvez pas vous offrir une serre, un tunnel, eh bien, ce qui est la majorité du monde, hein, enfin voilà, moi j'ai la chance, j'ai fait du recyclage, bon, et un mari talentueux. Donc j'ai ma petite serre. Après, peut-être que vous serez en capacité de créer une structure, quelque chose qui va pouvoir couvrir vos cultures et pouvoir tirer une bâche sur l'ensemble pour les protéger de la pluie. Il existe aussi ces manchons en plastique qu'on peut redescendre sur les pieds de tomates. Alors, quand on a beaucoup de pieds de tomates, c'est quand même beaucoup de travail. L'avantage de créer une structure temporaire sur l'ensemble de vos cultures, c'est que vous pouvez couvrir vraiment toutes les plantes, même celles qui poussent entre les pieds de tomates. Si vous avez des aubergines, des poivrons, des salades, etc., ça peut couvrir l'ensemble, ça peut être utile. Mais bon, il faut vraiment créer une structure qui permette de supporter aussi le poids de l'eau, hein, si vous mettez une bâche et puis qu'il n'y a pas de pente, etc. Bon, je vous laisse explorer les idées que je suis sûre vous pouvez avoir sur le sujet. Avant tout ça, il ne faut pas hésiter à se poser les bonnes questions. Est-ce que mes plantes sont saines et vont vraiment avoir tout ce qu'il faut pour se battre? C'est comme nous. Si on ne mange pas bien, si on n'est pas en bonne santé, eh bien on va être plus sensible aux maladies. Et alors, les pieds de tomates, voilà, c'est exactement ça. Donc, pour les aider, il faut s'assurer qu'elles aient tous les nutriments possibles, qu'elles soient bien exposées à la lumière, dans une situation bien ventilée. Alors, il y a des tailles spécifiques aussi pour aérer la structure. C'est pour ça qu'il y en a qui sont contre le mettre au sol. Moi, je peux observer que dans mon jardin, ça a l'air de marcher quand même au sol, hein, donc je sais pas. Mais souvent, on dit il faut vraiment une structure aérée. Et la raison, elle est clair, c'est que si vous avez une structure resserrée, la maladie va s'installer plus facilement et aussi se transmettre plus facilement d'une feuille à l'autre, d'un pied à l'autre. Si les pieds se touchent, eh bien c'est très facile pour le cryptogame d'aller d'un plan à un autre. Sur la même idée, si votre sol est humide et que vos feuilles touchent le sol, eh bien ça peut favoriser l'apparition du cryptogame. Surtout si le cryptogame était un petit peu en dormance dans le sol et trouve là soudainement bien des conditions idéales à son développement. Donc hop, il est dans le sol, il y a les feuilles qui touchent le sol. Bon, on en profite pour se développer et coloniser la plante qui se trouve juste là. Un autre moyen aussi pour éviter que les feuilles soient en contact avec le sol, c'est de pailler. Alors voilà, le paillage encore. Vous voyez les nombreuses vertus du paillage. Au niveau de l'arrosage aussi, voilà, toutes ces questions autour de l'eau, hein, que ce soit le paillage, ce qu'on a vu, la pluie, etc. Mais l'arrosage, c'est pareil. On n'arrose pas les plantes sur le feuillage. Du moins celle du potager, on met l'arrosoir à la base. Alors encore mieux, les zoyas. Alors celui-ci est vide, il faut que je le remplisse. Ça c'est dans la serre. J'en ai pas encore mis au potager, mais au printemps prochain, c'est sûr que ça sera fait. Donc les zoyas sont une très bonne solution pour arroser en profondeur, vraiment en profondeur. Je vous encourage à regarder ma vidéo sur les zoyas, je vous mets le lien là juste là. Et eh bien éviter d'arroser le feuillage de vos plantes qui faciliterait l'arrivée du cryptogame, donc inadéquat à vos plantes et à vos productions. Tout ce travail qui est gâché après. Il suffit qu'il en reste dans le sol, l'année prochaine vous êtes bon. Hein. Donc l'idéal, ça serait de faire une rotation de culture. Alors pourquoi la rotation de culture? Eh bien c'est très simple, c'est que votre champignon, c'est un être vivant. Il a besoin de se nourrir. Bon. Et si sa proie n'est pas là, il ne peut pas se nourrir, il dépérit. Voilà. Donc l'idée de la rotation, c'est de ne pas apporter une plante qui va être susceptible d'être infectée de nouveau et qui va nourrir le milieu. Alors je vous disais qu'il fallait enlever les parties infestées. Je ne vous l'ai pas dit. Quand vous voyez que la plante commence à être infestée, eh bien, vous pouvez ôter les parties avec des sécateurs, des ciseaux propres. Seulement, ne prenez pas un ciseau qui touche une partie infestée pour le mettre sur une autre partie non infestée. Parce que là, vous allez transférer la maladie d'un pied à un autre. Hein. Donc, on désinfecte. Là, la petite bouteille d'alcool ménager, voilà, d'alcool, ménager ou pas, hein. Je pense que tous les alcools fonctionnent. Tu vois, un petit coup là. Non, je rigole. Donc, on garde ses outils propres. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Gardez vos outils propres et on ne transfère pas la maladie d'un pied à un autre.
Et puis, qu'est-ce que vous faites des parties qui ont été infectées? Eh bien, pas dans le compost, hein, on est d'accord. Pas dans les zones où vous allez utiliser votre substrat ou votre sol pour d'autres cultures identiques. Vous ne pouvez pas l'utiliser en paillage, non plus, non plus. Non, 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 là, on met de côté, on brûle si on peut. Et puis voilà, on évite vraiment d'infester un substrat qui pourrait être utilisé pour nos prochaines cultures. Bon, et avec tout ça, vous vous demandez comment on s'en débarrasse de cette saloperie? Eh bien, pas facilement. Pas facilement du tout. C'est même très dur de s'en débarrasser. Il existe des traitements néanmoins. On va commencer par la fameuse bouillie bordelaise à base de sulfate de cuivre. Vous en avez certainement entendu parler. Alors parfois elles sont teintées, parfois pas. Bon, la bouillie bordelaise, eh bien c'est quand même plutôt controversé aujourd'hui. Et oui, je vous mets une petite fiche de l'Organisation mondiale de la santé et je vous laisse lire. Alors, on utilise de la bouillie bordelaise à la maison. Hein. On le fait. Marc n'aime pas trop. Pourquoi? Parce que ça change aussi l'écosystème du sol. Notamment la dynamique au niveau des bactéries. Des bactéries qui pourraient contribuer à ce que les plantes soient saines, eh bien, sont un petit peu massacrées par le sulfate de cuivre. Et vous venez de lire pourquoi. Hein, cette toxicité... Voilà, c'est-à-dire qu'on met quelque chose de toxique dans le sol qui sera remis dans la plante en plus tard. Donc, voilà, moi, j'étais pas au courant de ces effets-là. C'est en faisant mes recherches pour préparer cette vidéo que j'ai découvert cette fiche de l'OMS. Voilà, peut-être à prendre avec des pincettes. Voilà, je suis pas une scientifique non plus, donc à voir sur les dosages, etc. Mais il y a quand même des recommandations et des choses qui sont clairement indiquées sur cette fiche. Donc, je vous laisse choisir et prendre vos précautions. Il y a des pulvérisations qui sont beaucoup moins nocives, comme celle au bicarbonate de soude. Vous mettez une cuillerée à café de bicarbonate dans 1 litre d'eau. Vous rajoutez un petit peu de savon, l'équivalent d'1 ou 2 cuillerées de savon. C'est le savon qui va permettre d'accrocher en fait sur la plante. Donc vous pouvez mettre du savon noir, c'est très très bien. Voilà, vous faites le mélange, vous pulvérisez. Une autre méthode naturelle, c'est le purin de bardane. Alors voilà, si vous avez de la bardane qui pousse au jardin, moi c'est le cas, d'ailleurs la bardane est aussi comestible, c'est bon à savoir, eh bien vous pouvez l'utiliser en purin. Vous prenez 100 g de feuilles de bardane que vous allez hacher menu, vous mettez ça dans 1 litre d'eau et vous mettez à macérer. Quand il n'y a plus de bulles, vous allez remuer tous les jours et voilà. Quand il n'y aura plus de bulles, qu'il n'y aura plus de fermentation, vous filtrez tout ça. Alors, vous n'allez pas pouvoir le garder très longtemps, mais l'idée, c'est que vous l'utilisiez sur vos plantes et ça demande donc un petit peu d'anticipation. C'est-à-dire que si vos plantes là sont malades, vous devez agir maintenant. C'est peut-être pas la solution, mais c'est quand même bien d'avoir 2 en préparation de côté parce que c'est quand même assez efficace. Et vous allez prendre 1 pour 4. C'est-à-dire, vous prenez une dose de votre liquide filtré et vous mettez 4 doses identiques d'eau. Ça va être votre mélange que vous allez donc pulvériser. Enfin, et c'est la méthode que vous m'avez vu utiliser au potager, eh bien, c'est le lait. Du lait demi-écrémé. Hein. Vous allez voir, ça va sentir au potager. Ça va sentir le ranci. Hein. Mais ça dure pas très longtemps, vous inquiétez pas. Et je trouve quand même que c'est très efficace. Les cucurbitacées que vous m'avez vu pulvériser au départ avaient été complètement infestées et je les ai quand même sauvées, je crois. Je crois que je les ai sauvées. Allez, je vous montre la vidéo, comment j'ai fait ce mélange. Alors, j'ai fait l'équivalent de 2 litres de mélange, ce qui m'a permis de traiter presque tout le potager. Alors, pour 2 litres de mélange, eh bien, il vous faudra 200 ml de lait et 1,8 litre d'eau. Je m'explique, c'est 1 part de lait et 9 parts d'eau. Voilà, donc là, j'avais mes premiers 900 ml et je ferai ça une deuxième fois.
Et ne faites pas comme moi, la bouteille de lait, vous la mettez au frigo. Hein. Vous voyez, c'est super simple. Vous pouvez faire ça aussi comme couche d'accroche si vous voulez ensuite utiliser la bouillie bordelaise par-dessus. Ça fonctionnera encore mieux parce que le corps gras qu'il y a dans le lait permet à la bouillie bordelaise de mieux s'accrocher sur le champignon. Voilà, l'idée c'est vraiment de bien couvrir toutes les feuilles, même et pas hésiter à passer dessous si vous le pouvez sur les plus grandes feuilles. Donc vraiment, vous en mettez partout pour couvrir le milieu. C'est vraiment ce qui importe, quoi. Si vous en laissez, ben ça risque de continuer, quoi. Alors, quand vous allez traiter, il y a 2 moments où vous allez impliquer le produit. En préventif, c'est-à-dire avant de voir la maladie, vous pouvez traiter tous les mois. C'est-à-dire à partir de mai, juin, vous pouvez appliquer. Juillet, ça dépend de vos conditions climatiques. Si vous avez des conditions climatiques très humides, eh bien oui, commencez plus tôt. Hein, vous voyez, c'est vraiment, ça change tous les ans ça. Voilà, avec un été très pluvieux cette année, très sec l'année dernière. Bon, voilà. En curatif, c'est-à-dire là, vous voyez, la maladie, elle est là, elle est bien développée. Eh bien, on intervient beaucoup plus fréquemment. Si c'est très bien implanté, eh bien là, vous y allez tous les 5 jours. Après, vous pourrez espacer à toutes les semaines. Mais à partir du moment où il y a la maladie qui est là, qui peut se transmettre à d'autres plantes autour dans votre potager, vous y allez fréquemment. Ce que je n'ai pas pu faire malheureusement. Et voilà, c'est pas grave. Comme ça, comme je vous le disais, ça me permet de partager mon expérience et de vous montrer toutes ces maladies dans mon potager. Une fois que vous aurez bien pulvérisé vos plantes, pensez à bien rincer votre pulvérisateur. Hein. Au passage, on évite de mélanger un désherbant avec un engrais ou quelque chose comme ça. Hein. Voilà, il faudrait au moins 2 pulvérisateurs, un pour vos engrais, un pour vos désherbants. À moins que vous les rinciez très bien. Mais bon, j'ai vu des accidents se passer chez mes clients. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à dans 2 semaines. D'ici là, ben, regardez les shorts. Hein, il y a toujours des petites astuces, des petites choses sympas qui se passent au potager que je partage avec vous presque quotidiennement. Oui, presque quotidiennement. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!